il faut l'écoute. Dans l'écoute, nous avons parlé des observations. L'écoute et comprendre, ce sont deux choses différentes. On peut comprendre aussi, observer avec les yeux et comprendre ce qui se passe. Si vous ne comprenez pas les besoins de l'autre, ça sera très difficile de comprendre son comportement. Nous avons proposé aussi l'éducation à la non-violence. En plus, la prise de conscience ou la conscientisation. Beaucoup agissent dans l'inconscience, d'autres agissent avec conscience. C'est pour cela que nous avons proposé une éducation à la non-violence. Il y a aussi le pardon. Sans pardon, nous l'avons vu hier, que celui qui ne veut pas pardonner ne peut pas aller loin. Le pardon, c'est une arme pour briser les barrières. Et dans le pardon, il faut se dire des choses comme elles sont, donc utiliser la vérité avant de passer à la réconciliation. Nous avons proposé aussi l'éducation à l'éveil de conscience à tous les niveaux. Donc, non pas seulement nous qui sommes réunis ici pour le moment, mais il faut descendre même plus bas, afin que les choses commencent par la base et remontent vers la hauteur. Nous avons proposé la solidarité, la coopération. Celui qui a quelque chose peut partager avec l'autre qui n'en a pas. Et enfin, nous avons parlé de la règle d'or, qui est « ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse ». Ça, c'est tiré de la Bible. Je crois dans Matthieu 7, verset 12, vous trouverez ça. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette contribution venant de l'éducation de nos éducateurs. Nous voulons passer au second groupe. Nous demanderons aux amis de force de l'ordre de nous donner la synthèse de leurs travaux par rapport à la question d'hier. Merci. Pour le groupe de la police nationale et l'administration pénitentiaire militaire, à la question vous posée hier d'identifier les sources de violence, des poches lentantes de violence, des méthodes de violence avec proposition des voies de sortie à la lumière des modules reçus, nous avons procédé de la manière suivante. Concernant les sources de violence, nous les avons classifiées. Nous les avons classifiées en 5 ordres. Les sources d'ordre économique, socio-culturelles, politico-religieuses, politico-militaires et sécuritaires et enfin politico-judiciaires. Pour les sources d'ordre économique, nous avons retenu le manque d'autonomie financière, la misère et la pauvreté. En ce qui concerne l'ordre socio-culturel, nous avons retenu l'injustice, la déconsidération des autres cas de pygmées, des albinos, la stigmatisation et la xénophobie. Le fait de dire à l'autre, tu es Mouyaka, tu es Moulouba. Sur l'ordre politico-religieux, nous avons dit il y a l'idéologie politique, doctrinale et ou religieuse. Cas de Binzambi, cas de BDK, Boudoudia Congo, et des églises de réveil. Il y a aussi l'extrémisme religieux. Pour l'ordre politico-militaire et sécuritaire, nous avons retenu les conflits armés, les guerres à répétition, manque d'information et manque de professionnalisation. Et enfin, pour les causes politico-judiciaires, nous avons retenu les procès injustes et inéquitables, la justice à double vitesse et la non-application de loi.
Arrivé aux poches l'entente de violence, sur le plan économique, nous avons retenu la famille, le milieu professionnel, l'école et l'université. Deuxièmement, au socio-culturel, nous avons retenu même la famille toujours, l'école, le milieu professionnel, le milieu culturel et les coutumes. À la poche politico-religieuse, nous avons retenu les églises, les mouvements politico-religieux et les partis politiques. Au niveau des poches politico-militaires et sécuritaires, il y a l'armée, la police nationale, les mouvements insurrectionnels, les groupes armés, les services de renseignement et les mouvements d'autodéfense populaire. Pour les poches politico-judiciaires, nous avons retenu les cours, les tribunaux et les parquets, ainsi que la police nationale. En ce qui concerne les méthodes de violence au niveau économique, nous avons retenu des méthodes verbales, les non-paiements des salaires, et pour les méthodes aussi virtuelles, il y a la cybercriminalité. La méthode socio-culturelle, nous avons retenu la méthode verbale, c'est-à-dire des propos injurieux, des propos malsains, outrageants, désobligeants plutôt et dénigrants. Les méthodes physiques, nous avons retenu aussi la fermeture des écoles. C'est aussi des méthodes de violence. Pour la méthode politico-religieuse, nous avons retenu la méthode verbale, qui sont des injures. Méthode physique, il y a des agressions, il y a des séquestrations. Pour la méthode politico-militaire et sécuritaire, il y a la méthode verbale qui sont des injures aussi, des intimidations. Et la méthode physique, il y a des tortures, des coups et blessures, des arrestations arbitraires, ainsi de suite. Au niveau des méthodes politico-judiciaires, la méthode verbale, il y a le procès verbal, il y a le déroulement des procès. Nous avons aussi préconisé les voies de sortie dans tout ceci. Pour le voie de sortie, nous avons préconisé la dialogue, l'amélioration des conditions socio-économiques des peuples, l'amélioration des comportements intrapersonnels, les investissements dans la culture de la paix, la psychothérapie, la pharmacothérapie, l'assistance médicale, prise en charge judiciaire, l'assistance gratuite des victimes, les procès équitables, les indemnisations, la sensibilisation communautaire, adaptation des cultures à l'époque, brassage des cultures, respect des contrats sociaux et des lois et une bonne gestion des minorités. Merci pour votre attention. Oui, c'est le groupe santé. Et nous avons commencé notre travail par les sources de violence, comme aussi tout le monde. Merci. Et au centre de tout, nous avons placé l'homme. Nous avons dit que c'est de l'homme que naît la haine, le tribalisme, l'égoïsme, l'injustice, le régionalisme, manque d'écoute, manque de considération pour les autres et la pauvreté elle-même aussi, lui-même aussi. Au deuxième point, nous avons parlé des poches latentes de violence. Là, nous avons commencé par l'inégalité salariale, surtout dans le domaine médical. Cette histoire fait aussi beaucoup de bruit. C'est une des poches. Si même aujourd'hui on peut parler de grève de tout ça, c'est à partir de l'inégalité salariale. Le népotisme dans le domaine médical aussi, c'est trop fréquent. Recrutement, par exemple, on est responsable quelque part et on peut recruter que les dossiers de gens de telle tribu, de telle région. C'est aussi très fréquent en santé. Et usurpation de pouvoir. Dans la santé aussi, c'est aussi
fréquent. Nous avons soulevé un autre problème, marginalisation. Dans le domaine médical, c'est très fréquent. Marginalisation dans le tribalisme, dans le régionalisme. Et enfin, nous avons parlé des conflits des générations et des compétences. Dans la médecine aussi, c'est très fréquent dans notre domaine médical. Pour les méthodes de violence, nous avons parlé des méthodes verbales, donc les propos discourtois envers les confrères, les collègues, la hiérarchie de la santé. Chantage aussi, harcèlement entre le corps soignant, entre les soignants et nos patients, nos patientes. Nous avons parlé aussi des méthodes physiques, viol, bagarre, j'en passe, et des méthodes psychologiques ou morales. Quant aux propositions, les personnels soignants ont leur éthique et déontologie professionnelle. Nous avons appelé au respect d'éthique et déontologie professionnelle, donc être digne et intègre, la justice équitable aussi, bonne répartition des ressources, sensibilisation éducative. J'ai dit et je vous remercie. On en arrive à nos amis de droit. Ce sera le dernier groupe, il me semble. Le représentant du groupe de droit peut s'approcher pour nous donner l'économie de leurs travaux. Bonsoir. Le groupe Justice Droit a fait une réflexion tripartite par des sources de violence et de voies de sortie. Les sources, nous avons identifié l'injustice sociale, les inégalités, la mauvaise éducation sexuelle, l'inégalité de sexe, le rejet, le complexe d'infériorité, la dégradation de mœurs, le chômage, la mauvaise gestion des conflits, la mauvaise gouvernance. Nous avons le recours à la force, l'agression verbale, la prise d'otage. On souligne que l'agresseur peut agir seul comme un groupe. Voie de sortie, nous avons le dialogue, l'identification des sources de violence et leur catégorisation, la sensibilisation, la promotion de la culture de la non-violence. Et les membres ont insisté sur la nécessité d'une bonne législation pour mettre fin aux violences. Merci. Voilà. Nous remercions les uns et les autres pour la qualité de travail présenté, mais aussi pour la synthèse. Nous allons travailler aujourd'hui sur le temps pour ne pas déborder, compte tenu des embouteillages que nous pourrions éviter en terminant un peu plus tôt aujourd'hui, si possible. Nous passons directement la parole maintenant à la sœur chef de travaux, Ghislaine, pour son exposé. Avant de prendre l'avion, on va tous aller en Gili pour prendre l'avion vers l'Italie, où nous aurons toutes les interventions, 2 ou 3, à partir des amis de l'université La Sapienza. Je passe immédiatement la parole à la sœur chef de travaux. Alors, je vais prendre juste quelques minutes
pour vous donner le soubassement de Eco4Leader et qui constitue les astuces pour régler les conflits. Alors, moi, quand je me suis préparée à ce séminaire, je me suis rappelé les paroles d'un prêtre un jour à la messe. Il nous a dit ceci. Un jour, quelqu'un l'a raconté qu'après l'homélie, c'était une homélie très belle, et il écoutait avec attention. Et après la messe, le prêtre l'a demandé, qu'est-ce que vous avez retenu? Il a dit, c'était extraordinaire. Si ma femme était là, ça aurait été vraiment une bonne chose. Alors moi, pour me préparer à ce séminaire, je me suis dit la chose la plus importante, la formation la plus importante, c'est d'abord moi. C'est d'abord mon cœur. Comme je disais hier, si nous quittons ici avec une rubrique pour nous-mêmes d'abord, en tout cas, ce séminaire porterait beaucoup de fruits pour notre pays. Parce qu'en général, quand je participe aux formations, parfois, on participe pour les autres. Même quand je vais à la messe, on prêche, on est en train d'écouter pour les autres. Et pourtant, tout doit commencer par moi-même. Alors, ces astuces, bien entendu, c'est pour les communautés, mais pour que les communautés prennent, il faut moi-même pour les autres. Alors, le conflit est perçu comme quelque chose de négatif, mais c'est une opportunité. Et c'est une opportunité comment? Si nous regardons nos relations, une relation difficile parfois, et pour moi au moins, et je pense pour beaucoup, parfois, quand la relation est difficile, il y a beaucoup de conflits dans cette relation. On peut même prendre les couples. Je pense que plus on a de différences, plus on est très unis. Parce que cette union ne vient pas du nuage. C'est pour cela qu'il y a toujours la possibilité de transformer les conflits en opportunités. Et la responsable du mouvement de Focolari, qui hier on l'a dit, qui est à la base de Eco4Leader, il nous propose deux choses, dialogue avec soi-même et dialogue avec les autres. Et il y a une phrase qui vraiment, on peut oublier tout, mais on peut garder cette phrase, s'écouter pour écouter. Si on sait s'écouter, alors on peut pouvoir écouter. Et c'est avec cette phrase qu'il y a une réalité importante qui est vraiment le point clé de leadership de l'unité. Un élément qui aide à régler les conflits. C'est la qualité de nos relations. La qualité de nos relations. Et elle dit elle-même, actuellement, si vous observez le monde, il y a beaucoup de développement, surtout dans le monde économique, téléphone, ordinateur. Il y a vraiment beaucoup d'avancées, le développement, mais il y a un secteur qui est resté sous-développé. Et ce secteur qui est resté sous-développé et qui nous engage tous, c'est un secteur, c'est le dernier mot là, amour avec A majuscule. C'est un secteur qui est resté sous-développé. Et si nous sommes ici, tout ce que nous sommes en train de dire a à faire avec ces mots. Et si nous nous mettons à travailler pour ces secteurs-là, nous allons transformer notre pays. Et l'amour avec A majuscule, c'est Dieu. Et comme le professeur Félicien disait hier, on ne peut que concevoir Dieu en relation. On ne peut pas concevoir Dieu comme une réalité, mais en relation. C'est pour cela, chez les chrétiens, on parle de la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et un élément important, c'est l'anéantissement de l'un qui fait exister l'autre.
Et dans notre dynamique, professeur Félicien l'a expliqué, c'est proche de l'Ubuntu. C'est-à-dire pour qu'il y ait la cohésion que nous sommes en train de chercher avec le règlement des conflits en touchant d'une manière particulière la violence et les traumatismes, pour qu'il y ait la cohésion, il faut l'anéantissement dans le parti de l'un ou de l'autre. Et c'est une dynamique trinitaire. Hein. Pour voir Dieu, Jésus est venu et nous avons vu Dieu avec nos yeux sur la terre. Hein. Alors, cette dynamique dans les relations interpersonnelles demande une technique du leadership de l'unité qui est très importante, c'est l'amour, le sacrifice. On ne peut pas prétendre être un acteur de l'unité, de la cohésion, si on n'a pas cette réalité de l'amour, du sacrifice. La fondatrice de Focolari, elle dit, on ne peut rien faire de bien sur la terre si on n'a pas l'esprit de sacrifice. Et pour terminer, je donne juste, il y avait un schéma, je pense que c'était passé avant, je vais donner juste, puisque les relations de qualité pour les avoir, le modèle c'est la Trinité, et pour l'amour c'est partout. C'est pour cela, nous, tout le monde, même les non-croyants, hein, ils sont appelés dans cette réalité, dans cette dynamique. Hein. Et pour nous, les Africains, nous comprenons cette dynamique avec Ubuntu qu'on a expliqué très bien hier. Et cette réalité-là de cet anéantissement hein, réciproque est synthétisée dans ces schémas. C'est le schéma des relations de qualité. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Je suis en train de parler seulement des techniques parce qu'il y a les outils et le moyen. Et à un certain moment, je me suis dit, puisque cette école, l'école for Leader, est née justement pour donner ces outils afin de transformer tous les secteurs de la vie, la politique, l'économie, le droit, etc., l'art. Et à un certain moment, à la radio Okapi, quand j'écoute les offres d'emploi, dans les offres d'emploi, il y a toujours les éléments humains. Et actuellement, c'est très important, ces éléments humains. On peut avoir toutes les compétences, mais si on n'a pas ces relations humaines qui sont synthétisées dans les relations de qualité, hein, savoir travailler sous pression, être serviable, parfois on est médecin ou avocat, mais si on n'a pas ces éléments-là, et c'est difficile de les voir dans les CV. Et je me suis dit à un certain moment, on doit commencer à demander si quelqu'un a fait Eco for Leader, parce que ça doit se voir dans la personne, pas seulement dans le papier qu'on donne comme diplôme. Ces masters-là, ça doit se voir dans la personne. C'est leadership de l'unité. Alors, je disais pour terminer, je donne juste les astuces. C'est je pense, c'est les derniers diapositives. Les astuces, c'est seulement les techniques. Hein? Je ne touche pas les outils, le moyen. Les techniques, il y en a beaucoup. Et en condensé, il y en a 6. Hein? Ça, ce sont les attitudes qui viennent de ces 6 techniques. Le premier de ces techniques, c'est aimer tout le monde. Et je me suis dit, dans tout ce qu'on est en train de dire ici, quand j'ai pensé à moi-même, dans le tout le monde, il y a les Rwandais, il y a les Muluba, il y a les Mukongo, dans le tout le monde, il y a celui qui a tué ma mère, dans le tout le monde, il y a celui qui m'a lancé une parole que je n'arrive pas à supporter. Dans le tout le monde, si chacun regarde, comment tu vas faire pour aimer tout le monde? S'il n'y a pas cette dynamique-là, de déplacement de l'ego, en tout cas c'est difficile. Mais si on arrive à déplacer cet ego, alors on peut mettre en pratique tout ce qu'on est en train de nous dire ici. Tout le monde en premier, il ne faut pas attendre. Parfois j'ai dit que les autres fassent pour moi. Non, c'est moi qui dois commencer. On a parlé hier du sourire. Hein? Il y a un père qui nous disait, il faut prendre le miroir pour chercher le beau sourire que tu as. Chacun a un bon sourire. Et pendant les moments parfois un peu compliqués, se rappeler de ton sourire, même si c'est difficile, ça ne vient pas hein, naturellement, il faut le présenter. Hein. Quelqu'un m'a dit que le Satan, il ne voit pas l'intérieur de nous, mais le Satan voit que l'extérieur. Alors, pour le dévier, les sourires, hein,
Parfois, on peut avoir une grande souffrance et qui peut t'amener loin, mais quand tu te forces de mettre ce sourire qui vient d'une grande souffrance, le Satan fuit, puisque lui ne voit pas l'intérieur, l'importance du sourire, l'importance du rire. Alors, il y en a 6 points. Aimer tout le monde en premier, en se sacrifiant, ce que je suis en train de dire, comme soi-même. C'est faire quelqu'un qui pleure, pleurer avec eux. Je vous remercie d'abord les gens de Béni. Le professeur Félicien avait dit une parole qui les a beaucoup touchés. C'est dans cet élément-là, c'est faire un. Ils ont dit, à un certain moment, ils pensaient que les gens de Kinshasa les ont oubliés parce qu'il y a beaucoup de morts. Il y a nos amis, quand ils quittaient la Réunion, c'était un peu tard, il y avait les attaques dans un quartier et c'était difficile. C'est pour cela qu'ils ont dit aujourd'hui de terminer à temps. Alors la parole que le professeur a dit, ça les a beaucoup réconfortés. Ce n'était pas la... Il a dit, un jour, si on peut fermer les bars, hein, juste pour se faire un avec nos amis qui sont en train de souffrir, par exemple. Et on peut faire cela dans le lieu du travail, dans nos familles, souffrir avec qui souffre, hein, etc. Je ne dis pas tout. Et puis, ce que j'ai donné là, les attitudes, le premier, c'est ce que j'ai tiré de ma mère, c'est la prière du silence. La prière du silence, c'est quand on veut lancer des paroles blessantes. On va suivre ça, je pense, encore demain, hein, le forme de violence qui provoque le traumatisme. Parfois, une parole très lourde. Toi-même, tu sais que quand je vais lancer ça, l'autre va souffrir. Alors, notre maman nous a enseigné, il faisait seulement, ma maman n'a pas étudié, mais il faisait seulement comme ça, ferme la bouche, ferme la bouche. Ce que je disais, c'est écouter pour écouter. Tu écoutes toi-même, tu écoutes, ferme la bouche, ferme la bouche. On se parle et à la fin, on ne lance pas cette parole. Et parfois, quand on la lance, ça tue. Ça peut créer même une guerre. Hein? Beaucoup de choses graves, ça vient de nos paroles, parfois. Et puis, il y a aussi la prière, hein, verbale. Ça aide aussi à ce dialogue-là, hein, dialogue intrapersonnel et aussi avec les autres. Et il y a aussi le pensée négative qu'il faut transformer en pensée positive. Je disais à moi-même, je termine, hein, pour les blessures intérieures qu'on a données dans nos langues, je me suis dit combien de fois nous faisons vraiment nous-mêmes des plaies, hein, sur notre cœur, sur notre humanité, puisque le cœur dans nos langues, c'est nous. Hein? Quand on dit c'est-à-dire la personne, hein, n'est pas... Alors, parfois, les pensées négatives, hein, c'est comme les lames de rasoir que tu rases, hein, jusqu'à ce que ça va saigner. Et quand nous mettons le pensée positive à la place des pensées négatives, c'est vraiment empêcher des traumatismes, par exemple. Hein. Et ça, personnellement, ça m'aide beaucoup. Et c'est difficile comment... Parfois, c'est en écoutant une musique. Hein? Puis, il y a des pensées négatives. Par exemple, quand on te dit on vient de tuer ton père, chaque fois, si on l'a tué, qui l'a tué? Vraiment. Hein? Si tu fais une semaine en pensant cela, tu vas faire même AVC. Alors, ces pensées-là qui sont inévitables parfois, il faut les remplacer par autre chose. Et ces autres choses-là, ce n'est pas automatique. Parfois, il faut aller visiter quelqu'un qui est malade. Il faut faire le sport, hein? Il faut faire quelque chose, hein? Cherche autour de soi-même un motif, hein? Pour aimer et ça aide. Voilà. Et à la fin, j'ai mis ces schémas juste pour nous aider à voir les émotions et comment les gérer. Hein? Et pour les gérer, j'ai donné un peu ces astuces qui pourraient nous aider. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma sœur, de cette brève présentation d'un thème aussi important. Nous allons continuer notre travail en prenant notre vol vers l'Italie. En ce moment, il y a la professeure Benedetta qui est en ligne.
la professeure Benedetta qui est en ligne et qui va pouvoir intervenir maintenant. Elle va intervenir sur le traumatisme, le thème intitulé Traumatisme et expériences traumatiques en divers contextes. Buonasera, io sono la dottoressa Benedetta Bastielli. Stefano, professore, buonasera a lei. On appelle directement. Non, c'est... Oui, oui, elle est là. Un instant, on cherche la connexion. Professore Benedetta, buonasera. Buonasera, Ecco, a lei la parola. La salutiamo con gioia, stima e grande rispetto per quanto va a impartire a questa assemblea. Io sarò disposto a fare una traduzione se lei accetta il mio contributo. assolutamente, anzi la ringrazio, io ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio Alfred, Aga, ma soprattutto il professor Ferracuti per avermi coinvolta oggi in questa giornata. Alors, piano piano, la professeure salue tout le monde et nous remercie de cette opportunité, remercie la Sapienza et les professeurs pour l'opportunité de cette intervention. Elle s'appelle professeur Benedetta Barchielli. Sì, e mi è stato chiesto di intervenire sul trauma e per questo motivo partiremo da quella che è la definizione dello stress. Il dit, elle va parler sur le trauma et elle va commencer son intervention sur le stress. E lo stress è quel modello di risposte fisiologiche, comportamentali, emotive che è legato e condizionato da stimoli reali o immaginari. Les stress sont dus aux comportements sentimentaux et émotifs qui sont produits sur base de sentiments personnels, imaginaires ou réels. Che sono percepiti dal soggetto come ostacolo o minaccia al proprio benessere. Ce sont des choses que l'on perçoit comme des obstacles qui menacent notre bien-être. E legato allo stress abbiamo lo stressor, che è lo stimolo legato ai fattori ambientali che spingono l'organismo all'adattamento e attivano la reazione allo stress.
Ce sont des choses qui arrivent par rapport à l'environnement, qui partent de l'environnement personnel, qui partent de l'environnement pour activer des réactions personnelles, des stimules personnels de l'individu. Quando ci occupiamo di quelli che sono come disastri, incidenti gravi, vengono descritte delle condizioni legate magari a morte, ferimento di persone, distruzione fisica di proprietà, coinvolgimento di comunità locali. Alors, ça arrive souvent dans les contextes des accidents graves, des menaces de mort, des provocations communautaires qui arrivent à activer des réactions comportementales, pardon. E questi eventi possono essere considerati traumatici perché sono distruttivi da un punto di vista fisico, morte, devastazione, e psicologico, ansia, paura, perdita di controllo. Ce sont des dimensions qui provoquent des traumatismes qui sont dus à une personne, à la destruction des propriétés et qui conditionnent la personne qui se comporte avec peur et anxiété. E quindi il trauma può essere definito da un punto di vista scientifico come il risultato mentale. Le trauma peut être défini, vada pure, Ok. E può essere definito come quegli aspetti legati all'individuo che lo rendono temporaneamente inerme e ha delle difficoltà in quelle che sono le sue strategie di difesa e di adattamento. Ou du moment où il déploie des mécanismes d'adaptation par rapport aux situations externes qui se posent à lui. Infatti un esempio che possiamo vedere è quello di quando una persona ha sicurezza nei suoi affetti e vede a quel punto perdere totalmente nella perdita di una persona cara. Cela se remarque dans des conditions lorsque la personne vit dans la sérénité et que tout va bien, ou du moment où la personne entre dans une phase critique où il a perdu quelques personnes de son affection ou de sa propriété. Anche se per definire poi la gravità del trauma bisogna individuare quella che è la vulnerabilità soggettiva e quella che è la valutazione soggettiva che farà sì che il trauma assume una rilevanza all'interno della vita del soggetto. Alors, pour définir le trauma, il faut absolument partir du fait que c'est la personne traumatisée qui donne la mesure de ce trauma par rapport à ce qu'il reçoit sur en tant qu'individu. Il reçoit positivement ou négativement de situations qui viennent de l'extérieur vers son intérieur. In letteratura esistono quelli che vengono definiti piccoli traumi, che sono delle esperienze disturbanti dove vi è una percezione di pericolo non elevata, non intensa. Il faut distinguer les dimensions, les degrés des traumas. On en distingue le trauma léger, les traumas qui ne sont pas aussi graves, qui sont dus aux conditions de troubles plus ou moins gérables, qui ne sont pas excessifs. Questi microtraumi possono essere delle interazioni difficili con una persona a noi significativa, delle umiliazioni, ma il soggetto le elabora e questo permette comunque a quella che viene definita in letteratura crescita post-traumatica, con aspetti quindi di resilienza e, tra virgolette, di fortificazione. À ces genres de traumas qui sont définis comme de premier degré, il y a aussi des traumas qu'il faut distinguer, qu'il faut considérer comme distinguer tout en le considérant comme le trauma de second degré. Ceux-ci sont plus difficiles, ils ont un niveau plus élevé du point de vue de leur élaboration par rapport aux stimules extérieurs qui s'imposent sur la personne. Ce sont des traumas que la personne
construit en lui-même par rapport aux événements qu'il rencontre. Selon que ces événements-là sont grands, les traumas seront aussi grands. Invece, dall'altra parte, abbiamo quelli che vengono definiti grandi traumi, nel quale sono coinvolte ad esempio morte o quindi di una persona cara o un proprio ferimento o legato a quelle che sono le catastrofi naturali, abusi, disastri, incidenti e quindi questi vengono definiti grandi traumi. Alors, il faut aller aussi au niveau des traumas dramatiques, qui sont des traumas au niveau plus supérieur, dus aux circonstances assez compliquées, telles que les catastrophes naturelles, les abus sur les personnes ou les abus de ces genres-là qui provoquent en la personne un niveau plus élevé d'anxiété et donc de stress. E rispetto a quella che è la reazione psicofisiologica sarà argomento del prossimo intervento, però è necessario comunque comprendere gli aspetti legati a delle reazioni immediate che si hanno dopo aver subito un trauma. Alors, il faut distinguer dans tout cela l'approche avec laquelle pouvoir traiter ou comprendre ces stress-là qui sont des stress traumatiques. À quel niveau ça provoque ces traumas-là par rapport à la personne? Il faut considérer ces éléments-là aussi bien externes qu'internes lorsque la personne elle-même réagit par rapport aux effets qui lui viennent de l'extérieur. Quindi tra queste reazioni immediate ritroviamo tutti gli aspetti legati all'ansia, un'ansia acuta, difficoltà di memoria, paura, senso di irrealtà, quindi ci si sente staccati dalla realtà ed è necessario saperli riconoscere nel momento in cui si interviene nel supporto ad una persona che ha subito un trauma. Alors, il faut distinguer dans le traitement de la question de trauma, les origines de ces traumas-là. Souvent les personnes les fabriquent elles-mêmes à travers des circonstances, parfois même en les créant partant de l'irréalité. Il y a la peur qui est normale dans certaines circonstances, mais il y a aussi une peur qui est fabriquée par la personne qui est totalement irréel, mais qui lui-même rend réel dans sa vie. Ça, c'est une dimension, mais il faut aussi distinguer une autre dimension qui est celle du moment où la personne débute le stress, du moment où le trauma prend origine. In particolare, i processi cognitivi legati a attenzione, linguaggio, la memoria,